Si la faune sauvage possède un paradis, il est ici, au cœur du Botswana, au nord de l'Afrique du Sud. C'est le delta de l'Okavango. Les eaux du fleuve donnent la vie avant de s'évanouir dans les sables du désert. En amont du delta, sous un horizon de papyrus, sous le miroir des eaux, existe un fantastique univers subaquatique encore inexploré. Mystérieux, tumultueux. Mais un danger plane sur ce royaume. Le crocodile, l'une des espèces animales les plus légendaires, est menacée. 50 000 ont été décimés pour leur peau dans les années 60. Ce massacre a bouleversé l'équilibre de la nature et risque maintenant de menacer la survie des populations. Aujourd'hui, c'est tout le fleuve qui pleure. Des hommes tentent de comprendre et de trouver des solutions. Pour la première fois, ils vont s'aventurer dans ces eaux mystérieuses. C'est Laurent Balesta, biologiste et plongeur émérite, qui nous raconte cette histoire. Une fois par an, la crue du fleuve soulève l'immense radeau végétal, entr'ouvrant la porte d'un univers parallèle. Complice de mes expéditions sous-marines, Cédric Gentil m'accompagne pour cette première mission d'observation, balisée par des ossements d'éléphants. Ici aussi, même les plus forts n'échappent pas à la loi de la jungle. Juste sous la surface, s'offre à nous un espace crépusculaire, doré et surtout vierge d'exploration. Aucun crocodile ni poisson en vue. Nous poursuivons notre marche dans ce labyrinthe éclairé par d'étranges puits de lumière qui trouent le toit végétal. C'est la première fois que j'explore une forêt en commençant par les racines. Et il y en a, hein. C'est incroyable, hein. Ah ouais. Tu te rends compte qu'il y a ça sur presque 10 000 km², quoi. Incroyable. On est sur un tapis de papyrus. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut passer dessous. Que ça fait des caves. Bon, moi, je suis pas très rassuré, là. Je préfère quand on est sous l'eau et qu'on voit ce qui se passe. Notre camp de base est un étrange vaisseau, moitié labo, moitié bateau. Son capitaine, Greg Thompson, est un pêcheur intarissable sur la biologie des poissons. Mais le chef de l'expédition, épaulé par Richard Bolter, c'est Vince Shax. C'est lui qui m'a proposé de venir plonger ici, contribuer à ses travaux sur la chaîne alimentaire du crocodile. Les 2% des bébés qui survivent aux aigles, hérons et iguanes se nourrissent d'insectes. Plus grand, il s'attaque aux grenouilles, puis aux petits poissons, puis aux gros poissons-chats. Si les crocodiles disparaissent, alors les terribles poissons-chats décimeront tous les autres poissons, nourriture des populations alentours. On dirait qu'il n'a mangé que du poisson. Du poisson-chat, peut-être. Ouais, c'est sûr, c'est de la peau de poisson-chat, là. Il a dû avoir un bon repas. Il a croqué dedans, sans doute. C'est important pour nous de montrer qu'il mange des poissons-chats, qui eux-mêmes se nourrissent évidemment de petits tilapias. C'est l'état de la chaîne alimentaire qu'on essaie de montrer. Et les crocos mangent des poissons-chats. Donc c'est important pour nous de le prouver. Tu l'as attrapé où, celui-là? Dans ce fleuve de 20 km de large, Vince a déjà relâché 400 jeunes crocodiles nés en captivité pour que les poissons-chats ne prolifèrent plus. Combien en faut-il encore pour stopper ce déséquilibre? Vince voudrait répondre à cette question cruciale. Mais Vince doit aussi tenir compte des hommes du fleuve.
Chaque année en Afrique, le crocodile attaque et tue 750 personnes, 15 sur cette seule portion de l'Okavango où vivent les Ambakushu. Ils ont agrandi leur territoire de pâturage, de pêche, et se sentent menacés par le grand carnivore. Ils tuent les bébés crocodiles qu'ils attrapent dans leur filet pour éviter de les voir grandir. Ils ne réalisent pas le carnage que les poissons-chats extrêmement voraces feront sur les poissons qu'ils pêchent si les crocodiles disparaissent. Les antilopes des marais que nous croisons ici ont la belle vie et se reproduisent à loisir depuis que les crocodiles se font rares. Mais sous les papyrus, les poissons n'ont pas cette chance. Toujours pas de poissons ici. Les poissons-chats ont dû passer avant nous. Seul ce crâne d'hippopotame, il nous rappelle que nous évoluons dans un espace très sauvage. Ces herbivores surpuissants doivent aider les poissons et les crocodiles à coloniser plus d'espace, en ouvrant sur leur passage de grands couloirs obscurs. Un labyrinthe fait d'ombre et de lumière, comme dans un rêve. Mais gare à la rêverie, les conseils de Vince sont sans appel. Si l'eau se trouble au loin, c'est un hippopotame. Il faut fuir. Passé midi, après s'être réchauffés au soleil, les crocodiles se glissent dans une eau froide à 12 degrés pour réguler la température de leur corps. Cédric et moi sommes tout à fait d'accord. C'est la bonne heure pour sortir de l'eau. Nous ne sommes pas encore assez préparés pour les approcher. À notre retour, Vince et Richard s'apprêtent à relâcher un crocodile capturé la veille, sur lequel ils ont fait des prélèvements de sang. Vous voyez ces points? Ce sont des récepteurs nerveux. Voilà, ça fait partie de leur système de détection des mouvements ou des champs électriques. Comme la ligne latérale chez les poissons. Près de la tête, il y en a plein. En gros, tout ce qui passe à portée de cette immense gueule, que l'eau soit trouble ou claire, ou qu'il fasse nuit ou jour, il sent le mouvement de tout ce qui passe à côté et donc ça l'aide à les capturer. Et c'est quoi donc les empreintes digitales du crocodile pour pouvoir les reconnaître chacun? Ces taches noires, ainsi que ces taches jaunes, sont comme l'empreinte digitale du crocodile. Et chaque bloc reçoit son propre code numérique, selon qu'il est totalement noir ou juste un peu. Donc si on peut prendre des photos sous l'eau des animaux, et puis noter la position GPS de l'endroit où on a vu l'animal, on aura déjà des données basiques d'identification et de localisation. J'essaierai de faire ces photos-là. Bien, maintenant, il faut remettre le crocodile à l'eau. On le lève, on le met là. Tiens-le, tiens-le. Attention, Richard va enlever l'adhésif. Le ruban est enlevé. C'est bon? 1, 2, 3. Direct vers les ténèbres. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur endroit au monde. C'est l'un des seuls où toutes les conditions sont rassemblées au même moment. La visibilité est bonne, la température de l'eau est très basse, les crocodiles sont tous concentrés dans une seule région, donc on a une très belle possibilité de les approcher sous l'eau et de passer du temps avec eux. Puisqu'ils ont froid, ils ne bougent pas trop. Et on sait que leur vision n'est pas bonne sous l'eau. Donc ils sauront que vous êtes là, mais ils ne vous identifieront pas comme une proie. On doit s'inquiéter de quoi alors? Parce qu'on dirait que c'est OK avec le croc. Vous devez faire très attention avec les hippopotames. Si vous ne faites pas de bruit dans le noir, les hippopotames passeront sans savoir que vous êtes là. Mais si vous les croisez directement en pleine lumière, je ne voudrais pas être à votre place. En gros, on veut que les crocos nous prennent pour des hippos, mais que les hippos nous prennent pour des crocos.
explique que les crocodiles se déplacent en fonction des crues du fleuve, liées elles-mêmes aux pluies qui tombent à des centaines de kilomètres en amont. En novembre, la pluie commence à tomber en Angola, dans les montagnes. Et très haut dans les falaises se forment des rivières à fort débit. Donc, en novembre-décembre, l'eau descend des montagnes d'Angola pour se fondre dans la rivière Okavango. De janvier à mars, l'eau arrive dans la Panhandle, l'endroit où nous sommes. En avril, elle atteint le nord du delta et ses ramifications, puis progresse doucement. Parce que la pente devient très faible. Il y a beaucoup de sédiments, c'est plus plat. Quand l'eau est à Maune, qui est au bout du delta, elle a déjà baissé dans la Panhandle. On a donc en permanence une vague qui part d'Angola et descend doucement jusqu'en bas. Et cette vague revient année après année en suivant un cycle parfait. C'est comme une respiration finalement, une respiration sur une année. Quand l'eau est à son minimum, tous ces bancs de sable, comme celui-ci par exemple, sont à découvert. Les crocodiles en profitent. Ils s'en servent pour creuser leurs nids et pondre leurs œufs. Ils sont un exemple parfait d'une espèce qui a évolué en s'adaptant au fonctionnement naturel d'une région. Laurent, Ouais. on va y aller. Et Avant de retourner sous les papyrus, nous explorons le chenal principal. Le courant est fort mais invisible, car aucun rocher n'entrave le puissant passage du fleuve. « 3000 crocodiles se partagent encore les derniers 100 km du fleuve. C'est bien peu pour Vince, mais bien assez à notre goût. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de poissons dans une rivière. Ici, c'est sûr, ils ont échappé aux voraces poissons-chats. Tous ces poissons sont ceux qui nourrissent les pêcheurs. Mais pour combien de temps encore? Ils sont partout, dansant dans le courant ou se reposant sur le fond, sublimés par l'incroyable lumière jaune. Tour de magie des papyrus devenus sachets de thé géants qui filtrent et relâchent ces tanins. L'eau en ressort métamorphosée, limpide mais colorée. Soudain, c'est la panique. Les poissons-chats débarquent. Ils sont des millions aujourd'hui dans le fleuve. D'un seul coup, les bancs se volatilisent dans le courant. Il ne reste qu'une tête de poisson-chat tranchée. L'œuvre d'un crocodile? Aucun doute, le crocodile n'avale pas la tête, couverte de plaques osseuses et munie d'épines venimeuses sur ses nageoires pectorales. Nous sommes sur le territoire du grand prédateur. La curiosité l'emporte. Nous décidons de le débusquer. Je sais que c'est dangereux, mais pour me rassurer, je me répète que l'eau est encore froide. Dans ce cas-là, le rythme cardiaque du reptile tombe à près d'1 pulsation par minute, ce qui le plonge dans un état léthargique.
voilà. C'est un grand mâle. Il est au cœur de son territoire de chasse. Une centaine d'hectares. Déjà, je suis sûr que tous avons envie de renouveler l'expérience. Ah bah ça c'était rock'n'roll. Ça chasse, hein. J'ai enfin trouvé une utilisation au poignard de plongée. Pour tenir dans le courant. Ah, c'était super pratique en fait, ça faisait une poignée. Je tirais, Ça marchait, hein. mètre. Et puis le crocolu, tu le vois remonter le courant, on dirait qu'il n'y en a pas. The green color, Ouais, la couleur the white verte, sand, le sable blanc, des milliers de poissons et le fait qu'il pourrait y avoir un croco. Ou un hippopotame. Ouais, un hippo. Ouais, tout à coup, Yannick dit à Laurent, Laurent, t'as entendu? En même temps, moi j'ai aussi entendu. Donc je cherchais gauche-droite, il est où cet hippo? Il est où? Ah, c'est une plongée fantastique. Il y a un éléphant sur l'île. Regardez là-bas. Incroyable. C'est complètement entouré d'eau et il y a des éléphants là-dessus. Afin de comprendre le déplacement d'un crocodile pendant la crue du fleuve, il faut lui fixer une balise satellite sur le corps. L'information obtenue sera passionnante sur le plan scientifique, mais aussi pratique pour renseigner les villageois sur les endroits à éviter. Walter, elle ressemble à quoi cette balise? Elle est bien. C'est assez gros et lourd. D'accord. C'est plus grand que ce que j'imaginais. On le mettra sur le dos du crocodile. Comme ça. Oui. Oui, je pense que ça ira. La capture du crocodile doit se faire de nuit, car le faisceau d'une torche permet d'hypnotiser le reptile. Vince a déjà capturé près de 2000 crocodiles, pour les marquer et pouvoir les observer dans le temps. Ce soir, nous cherchons un spécimen d'au moins 2 mètres. Notre dernière plongée me hante. Je sais maintenant que nous pouvons nous approcher des crocodiles sous l'eau, que les risques sont limités. À cette saison, les températures extérieures de nuit sont proches de zéro et les crocodiles vont se réchauffer dans l'eau. Mais nous les apercevons de plus en plus sur les berges, preuve que la température de l'air monte. Ils sont beaucoup plus réactifs. Et si on avait pris celui-là? Non, ça aurait été une erreur. Allez, Vince, tente ta chance. Non, jamais de la vie. On pourrait pas le tenir. Là, ça va bouger. Ah, enfin, ça bouge. Tenez-vous, tenez-vous. Oh là là, il est grand, il est grand. Qu'est-ce qu'il est grand? Les conditions sont en train d'évoluer tout doucement. Les plongées risquent de devenir de plus en plus délicates. On l'a. Attention, attention. Marche arrière, Greg. Tu l'as? Ok, tu le tiens bien? Il a pas l'air content. Tu vas mettre la balise GPS dessus? L'idée maintenant est de la fixer sur le bouclier nucal, là, entre ces écailles ici. On alignera ces trous-ci et ces trous-là.
1, 2, 3. La balise GPS va émettre des signaux pendant 1 an, l'équivalent d'un cycle complet du fleuve. Passé la fraîcheur du réveil, il fait de plus en plus chaud la journée, près de 25 degrés. Aujourd'hui, nous partons vers les territoires des grands mâles. Une course contre la montre commence. La période pendant laquelle il est raisonnable de plonger avec les crocodiles est d'environ 1 mois et demi. Et c'est déjà presque la fin. Ouais. Attends, tout bon crocodile Dundee se rase avec son poignard. Vas-y, essaye. Avec nos appareils de plongée, nous ne faisons plus de bulles. En recyclant notre oxygène avec ces petits granulés blancs de la chaux sodée. Pas de bulles, pas de bruit. Une meilleure approche de la faune aquatique, de plus près et plus discrètement. Mais cela rend inquiet Vince et Richard. Tu veux dire que tu penses que les bulles peuvent tenir les crocodiles à distance? Ou les hippos? Oui, je pense qu'ils peuvent nous entendre et que les crocodiles nous prennent peut-être pour des hippopotames, alors ils nous laissent en paix. Tu sais, un recycleur, c'est silencieux. Ils ne peuvent pas t'entendre et penser que tu es un poisson ou un autre crocodile, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Yannick Gentil, chef opérateur image, aura pour objectif de saisir les réactions des crocodiles face aux plongeurs. J'ai besoin de donner la taille de l'animal, quoi. Hein. Si on est devant des mâles adultes énormes, il faut que je puisse le montrer. Donc là, la seule solution, c'est que tu passes derrière et qu'on le prenne un petit peu en sandwich, quoi. Ouais. Bon, si quand on le prend en sandwich, il y a toujours, comme il a dit, un endroit où il peut s'échapper, ça a l'air jouable. Ouais. Quand on voit les fameux mouvements dont il parle, s'il ramène sa queue, s'il pousse sur les épaules, on arrête. On arrête, on recule. T'as vu les hippos? Impressionnant ça. C'est rapide, hein? Ouais. Richard nous accompagne avec ses bulles et son harpon. Si un crocodile esquisse un mouvement d'attaque, il pourra le repousser. La nature sauvage n'est jamais sans risque. Le crocodile aperçu en surface essaie de se camoufler. Il ferait de même pour surprendre un banc de poissons. J'essaie de me rassurer. Comme tout bon carnivore, il n'agit qu'avec certitude et sang-froid. Or, il ne nous connaît pas, et c'est nous qui allons à sa rencontre. Rien qui ne puisse le disposer à l'attaque.
crocodile a besoin de remonter respirer toutes les 30 minutes. Et ces va-et-vient entre la terre et l'eau sont indispensables. Son corps a besoin de rester à 27 degrés pour activer les enzymes qui lui font digérer ses proies. Ses pattes postérieures sont palmées pour pouvoir nager. Ses antérieures ne le sont pas et ne servent que pour marcher. La peur du crocodile est finalement une bénédiction. Rationnelle ou pas, cette peur d'être attaqué provoque des sentiments très intenses. Le privilège rare de vivre pleinement l'instant présent. Il traverse le chenal. La puissance du reptile a de quoi alimenter cette peur. Ses mâchoires exercent plus d'1,5 tonne de pression au centimètre carré. Ses 70 dents acérées ont la faculté de se renouveler. Le crocodile en fabrique plus de 3000 au cours de sa vie. Nous avons sans doute atteint la distance minimum de sécurité, à moins de 50 cm de la gueule. Mais pas d'attaque, de la méfiance plutôt. Les grands mâles ne font qu'une 50aine de repas par an et peuvent jeûner pendant 2 ans. Tant mieux pour nous. Ici, 2 territoires se chevauchent. Un croco a un œil crevé, patte avant arrachée, preuve des violents combats entre mâles à la période des accouplements. Des comportements qui se déclenchent dès que la température de l'eau augmente. Aujourd'hui, elle est passée de 12 à 14 degrés. Le courant ne le poussait pas, il venait te voir. Tu es sûr? Oui, Ouais, moi je pense, comme tu as dit, il s'est senti coincé, il a essayé de fuir et puis s'est retrouvé face à Laurent. il est sorti. Il avait plein de place, il avait 90 degrés. Il est sorti et il s'est arrêté, puis s'est tourné vers toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'en cette saison, ils sont plus curieux. Ça nous montre qu'ils sont plus conscients de notre présence que ce que l'on imagine. Ça peut être les bulles. Ah, c'est ça. Il s'est dit, ce gars qui s'en va, qui fait aucun bruit, pas de bulle, en plus qui est bien gras. Moi, j'ai jamais vu ce genre de comportement avec des requins, par exemple. Bah, ça, vraiment, le truc agressif qui se tourne, qui l'ouvre la gueule, qui... Là, c'est vraiment un truc agressif. Ouais, mais parce qu'on a Tu piques un requin, il se barre. Lui, il reste. Là, il se tourne vers la pique, il est mort. Ouais. C'est pas pareil, hein. Truc, tac, il va au contact. Hein. Ça, c'est la plongée qui te fait dire qu'ils sont pas tout tranquilles comme ça, comme un crocodile en plastique. Hein. Ouais. C'est la plongée qui... Avant de poursuivre notre exploration, il nous reste à arpenter les plaines inondées. Quand l'eau dévale en masse de l'Angola, elle sort du lit du fleuve et inonde les plaines alentours, riches en sédiments. Les territoires des crocodiles s'agrandissent naturellement. C'est dans ces marais éphémères que s'abritent la plupart des espèces de poissons. Elles s'y déploient, s'y accouplent, pondent. Ces étendues d'eau claire sont de véritables nurseries.
Nous réalisons l'inventaire d'une parcelle de ces plaines inondées. C'est quand même incroyable de se dire que les crocodiles les plus gros de ce delta peuvent avoir une influence jusqu'à ces petits poissons, quoi. Si les crocodiles venaient à disparaître, toutes ces nurseries seraient sous la menace des poissons-chats. Greg nous présente 2 espèces qui survivent ici et savent se défendre. Ce qui n'est pas le cas de la troisième, le tilapia. Voilà le squeaker. Mais attention, hein, il y a des épines là aussi, non? Oui, il a des épines très pointues. Ce petit bonhomme peut bloquer ses nageoires. Vous voyez? C'est coïncident. Et cette protection empêche les autres poissons, comme le poisson tigre Goliath ou les oiseaux, de l'avaler. T'entends le bruit? C'est pour ça qu'on l'appelle le squeaker, le grinceur. Tu entends le bruit? Même les crocodiles s'en méfient. Ils ne le mangent pas parce qu'avec les nageoires bloquées, le poisson se coince dans la gorge et ça peut tuer le crocodile. Le squeaker a une autre adaptation intéressante. Puisqu'il y a moins d'oiseaux la nuit, voire pas du tout, il se retourne et nage à l'envers à la surface pour attraper des insectes qui tombent dans l'eau. Mais pendant la journée, il se retourne et se nourrit sur le fond. La capacité de nager à l'envers pourrait aussi les aider à se nourrir sous la couche de papyrus, dans les grottes et fouiller partout. Oui, oui, il fait sûrement ça. Là, on a bien le poisson tigre Goliath. Il est similaire au piranha de l'Amérique du Sud, en fait. C'est le principal prédateur dans le monde des poissons de l'Okavango. Il peut croquer tous les autres poissons et peut fendre en 2 les plus petits. On va le relâcher. Il n'aime pas être hors de l'eau trop longtemps. Voici une des plus grosses espèces de tilapia qu'on a dans l'Okavango. Il a un visage très étroit et une bouche énorme, comme un seau qui aspire les poissons. Il existe 71 espèces de poissons dans l'Okavango. Et sans doute le poisson-chat pourrait faire des ravages ici. Très vorace, il peut même manger ses congénères, mesurer 1,50 m et peser jusqu'à 15 kg. Greg, notre pêcheur érudit, n'a jamais nagé sous les champs de papyrus, dans l'entrelac des racines. À nous d'y retourner pour vérifier certains comportements, trouver de nouveaux indices. Bientôt, les eaux des plaines inondées suivront la décrue, emportant avec elles les sédiments qui rendront le fleuve opaque, sans visibilité. Plonger ici dans une eau claire est un privilège de courte durée. Des kilomètres de galeries obscures s'entrecroisent. Elles témoignent de l'incessant passage des hippopotames qui peuvent surgir à tout instant. Nous fouillons les racines. Le végétal est à la base de toutes les chaînes alimentaires du monde. Mais il semble déjà qu'un prédateur ait écumé ces eaux. Le squeaker est bien là, celui que nous avons vu dans l'aquarium. Comme le supposait Vince, il nage bien à l'envers pour se nourrir des sédiments accrochés aux racines. Ils sont plusieurs, à l'envers, à l'endroit, occupés à fouiller le végétal.
un poisson bulldog émet des ultrasons dans les eaux troubles pour communiquer avec ses congénères. Des ultrasons qui attirent également les poissons-chats, qui les gobent. Tous les petits poissons ici semblent se cacher. Les poissons-chats ne tardent pas. Ils restent maîtres de ces ténèbres. À part les squeakers indigestes, ils ont presque tout avalé ici. Nous décidons de les suivre. L'autonomie de nos recycleurs est essentielle, car si nous nous perdons dans les dédales sombres, nous pouvons tenir 4 à 6 heures. Le temps pour nous de trouver la sortie. Nous dérivons sans cesse. La boussole nous aide à reprendre le bon cap. Il faut bien l'admettre, nous sommes perdus. Soudain, Richard hurle dans son détendeur et gesticule. Il a vu un énorme crocodile. Le temps de se retourner et c'est déjà trop tard. Le croco soulève un nuage de vase et brouille la vue. À peine le temps d'apercevoir sa gueule et toute sa silhouette disparaît dans la poussière. Nous nous tairons dans le noir et les secondes durent une éternité. Je n'aurais jamais cru avoir si chaud dans de l'eau aussi froide. Bien content de rentrer au camp. On était dans une grotte sombre et j'ai vu le plus grand crocodile de ma vie. La tête était dans l'ombre, tu vois. La tête est sortie dans la lumière comme ça. On a bougé, il est juste passé et ensuite... Et notre visibilité a disparu. Ça t'arrive du coup sous l'eau, il fait nuit, il y a un crocodile, tu te dis, bah de toute façon, là au point où on en est, quoi qu'il arrive, on n'a plus trop le choix, donc autant rester calme. Ouais. Mais je pense que moi j'ai perdu quelques centimètres. Parce que j'étais comme ça. C'est ton pire cauchemar qui devient vrai. T'es dans une grotte, tu ne vois rien, tu ne connais pas la sortie et il y a un crocodile de 4 mètres là avec toi. On n'a pas paniqué et on s'est juste mis à ramper. Sur les papyrus? Sur les papyrus jusqu'au bateau. Nous décidons de retourner sur les lieux de l'incident pour fixer une caméra d'observation. L'idée est de l'installer près du trou au crocodile. Visiblement, les grands reptiles se cachent très loin sur le radeau végétal. Nous approchons des papyrus écrasés, sur lesquels nous avons rampé avec nos 60 kilos d'équipement pour nous échapper. Yannick, on dirait que le crocodile vient juste de plonger là. Ouais, l'eau elle est toute boueuse, complètement brassée. C'est juste là qu'on est sorti. On a eu vraiment peur. C'était juste ici. Tu sais ce qui fait peur? Le fait qu'il y ait un crocodile de 4 mètres juste en dessous de nous. On devrait installer la caméra là. Ces grands trous, si surprenants lors de nos premières plongées, sont l'œuvre des crocodiles. Ils s'en servent pour respirer et se reposer quand ils s'aventurent loin sous les papyrus. Au-dessus de nos têtes, survolant le fleuve, Lloyd Wilmot. Ancien chasseur de crocodiles, aujourd'hui repenti, il essaie de repérer le lieu idéal pour une expédition en pirogue. Nous voulons explorer les points d'eau les plus reculés pour savoir si les grands reptiles, sous la pression des hommes, n'ont pas colonisé d'autres territoires plus difficiles d'accès. Lloyd cherche aussi des zones sauvages éloignées des hommes. Vince y relâche les crocodiles qu'il capture près des villages où leur présence est un problème.
Lloyd partage avec nous ses souvenirs d'ancien chasseur, quand il se sentait l'instinct d'un animal au milieu de la faune sauvage, au risque de frôler la mort plusieurs fois. C'est une façon de s'amuser. Sans un peu de diablerie, à quoi bon vivre? Au petit matin, un énorme crocodile mort descend le courant. Probablement une victime des premiers combats entre mâles en période d'accouplement. Les crocodiles se mangent même parfois entre eux, dévorent leurs bébés quand ils ont faim. Yannick a récupéré la caméra cachée. Nous visionnons les images avant de préparer l'expédition. Peut-être qu'on n'a rien du tout. Hein. Oh putain! Mais c'était quoi ça? C'est une loutre. Excellent. Bah, en tout cas, c'est pas une loutre qui nous a fait sortir de la grotte. On attend un crocodile de 4 mètres et c'est une En loutre. fait, ils utilisent les trous des crocodiles. Ils n'ont pas peur. C'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Ce qui révèle qu'elle doit aussi être sous les papyrus, à chasser les poissons comme les crocos. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être plein d'animaux différents qui utilisent ces trous et pas seulement les crocos. C'est pas vrai. Ah non. Ça, c'est de la grosse bestiole. Ça serait le pire des cauchemars. Je crois qu'on a eu raison de se dépêcher. Je crois qu'on a eu raison de se dépêcher de sortir. Ah là les gars, je crois que vous ne retournerez plus dans ce trou. Ah, il est gros. Ah ouais, gros. Et on était dans le trou, dans le noir, Avec ça. avec ce machin énorme. Tu l'as vu aussi? Non, Tu as vu le nuage de poussière? I was filming non, je filmais ce stupide poisson. behind me. Il est passé derrière moi et la seule chose que j'ai vue, c'est sa tête de grenouille. So when I Et là, quand j'ai vu sa tête, là, je me suis dit, vaut vraiment mieux qu'on se casse d'ici. And Et when quand I je me suis turned retourné, over, plus aucune visibilité. Je pense qu'il mange là-dessous. On n'a jamais vu ce crocodile dans ce chenal. Mais il semblerait qu'il l'utilise souvent puisqu'il connaît ce site parfaitement. Je n'arrive pas à imaginer que ce soit le site principal d'un mâle territorial. Je pense qu'il a commencé à découvrir ce chenal il y a seulement quelques semaines. Et peut-être qu'il y restera, Pour s'engraisser. oui, jusqu'à ce que les poissons-chats quittent les plaines inondées. Vince n'avait jamais vu ce crocodile le long du fleuve. Preuve que certains mâles se cachent loin derrière les écrans de papyrus. Ils ne s'approchent des berges qu'au moment de la décrue. À cette période, les gros poissons fuient les plaines inondées qui s'assèchent. Ils se jettent dans la gueule des prédateurs. L'expédition en pirogue doit nous révéler si les crocodiles fuient le chenal principal. 95% des femelles pondent sur cette section du fleuve, mais seuls 22% des nids sont productifs. Vince doit vérifier si certaines femelles pondent hors des sites connus. Grâce à la base de données établie par les fermes de crocodiles dans les années 80, on sait qu'auparavant, ils collectaient leurs œufs dans environ 250 nids de lapalendel. Aujourd'hui, on n'en trouve que 50 ou 55 par an. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'adultes, mais les femelles pondent tout simplement moins qu'elles le devraient. Et en fait, on réalise qu'elles subissent un très fort niveau de perturbation dans cette région. Des perturbations humaines, des bateaux, même des pêcheurs qui vont de plus en plus loin. Normalement, c'était calme, très calme. Maintenant, il y a des bateaux partout. Tu peux peut-être nous aider, Lloyd. On aimerait vraiment aller vers ce chenal-là. Je vois qu'il est assez long, mais il est bloqué. On pourrait y aller par bateau? Faites attention aux hippos. Et combien on aura à percer comme ça dans la végétation pour atteindre ce canal? Si on utilise des images satellites, Ah d'accord. Ok. on peut mesurer la distance entre le chenal principal. Ça, c'est la distance qu'il nous faudrait parcourir à coups de machette avec les pirogues en poussant dans les papyrus, quoi. Ah ouais, c'est quand même.
nous trouvons des crocodiles de l'autre côté, cela signifie forcément que les reptiles sont poussés à quitter les chenaux qui regorgent pourtant de poissons. Le seul moyen de franchir ces étendues de papyrus pour les crocodiles est d'utiliser les labyrinthes façonnés par les hippopotames. Il n'y a aucun autre accès. Ça y est. Il y a une petite clairière. C'est la moitié inférieure du chenal que je voulais vraiment atteindre. C'est génial. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau. C'est bien plus large que le chenal qu'on a pris pour venir. Il y a très peu de perturbations, pas de bateau, personne. C'est parfait pour que les crocodiles pondent. Tu vois cette vaguelette là-bas? Regarde le mouvement de l'eau. Hey Vince, tu vois des lieux de ponte potentiels? Oui, je vois beaucoup de sites favorables que les crocodiles pourraient utiliser. Il y a beaucoup de berges en roseau là. C'est idéal aussi pour les nids. Même ces îles isolées en plein milieu des marais. Ce sont tous des sites possibles. Il ne faut pas oublier que l'eau va baisser pendant encore 2 mois. Et il y aura encore davantage de sites à découvert. Combien tu crois que ça peut te permettre d'ajouter de nids à ton inventaire? Je pense que ça ajoutera 1 ou 2 nids à notre base de données. Vince part à la recherche de nouveaux indices. Sur une plage de sable fin, lieu idéal pour la ponte, les empreintes d'un crocodile. Sans doute une femelle. À notre tour d'enquêter sous la surface. Le décor est un enchantement. Une forêt de lianes englouties, mais presque plus de bancs de poissons. Rien à manger pour les crocodiles. Seuls les restes d'un œuf du grand reptile vaguent au gré des eaux, probablement déterré et gobé par un iguane. Si les crocodiles viennent ici dans un endroit si pauvre en vie animale, c'est pour fuir les territoires des grands mâles dominants ou échapper à la pression des hommes du fleuve. La température est passée à 16 degrés. Les accouplements de crocodiles reprennent, les mâles vont devenir de plus en plus agressifs et pourraient nous prendre pour des rivaux ou des femelles. Les risques de mauvaises rencontres augmentent. Le premier incident était un avertissement. C'est notre dernière plongée. Ces quelques poissons-tigres fuient les ténèbres, règne des poissons-chats. La décrue de l'Okavango a commencé. Le plafond de papyrus s'affaisse lentement sur le sable, fermant pour une année les portes d'un paradis éphémère. Les poissons vont migrer et s'installer le long des chenaux principaux. L'expédition touche à sa fin. Vince a confirmé ce qu'il supposait depuis longtemps. Il est grand temps de renforcer la population des crocodiles de l'Okavango, au risque d'un déséquilibre majeur. Vince ne perdra pas de vue son crocodile équipé d'une balise GPS.
Il bouge. Il suit le courant, près de la surface. Aujourd'hui, il semble suivre la crue et descendre en direction du delta. Toutes les observations que nous avons faites servent Vince pour convaincre les pêcheurs, les hommes du fleuve. Il a déjà commencé auprès des enfants. Le grand saurien peut devenir, sinon leur ami, leur meilleur allié. Il reste encore à apprendre sur ces grands reptiles. On les croit solitaires, mais ils semblent communiquer entre eux par infrasons. Ils retrouvent leur territoire de façon inexpliquée après en avoir été séparés de plusieurs dizaines de kilomètres. À travers tout l'Okavango, ils font la loi. Une loi naturelle et nécessaire. Éradiquer le prédateur serait une erreur, bien plus folle que l'idée d'aller plonger avec lui.